Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, c'est votre bonus de la semaine. Si vous n'aviez pas encore assez entendu de Guillaume pour parler de tech en podcast, dans les transports, dans votre déplacement, de manière générale, en train de faire le ménage ou en train de faire du sport, et ben voilà, petit bonus, on va vous parler d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux, mais aussi de composants et d'informatique fondamentale, avec des super ordinateurs, vous allez voir. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Ben, toujours aussi bien. Moi, je n'allais pas très très bien pour l'hebdo parce que j'étais enrhumé et là, spoiler, je suis toujours enrhumé, mais ça va mieux que je ne le pensais. Donc, quand ça va bien, il faut savoir le souligner aussi. On vous rappelle très rapidement, ça va aller très très vite. Je vous montre. techcafé.fr, un site internet où vous pouvez retrouver tous les épisodes et les commenter, un serveur Discord où vous pouvez discuter entre vous et avec nous, c'est techcafé.fr/Discord, et bien évidemment une plateforme de financement participatif où vous pouvez soutenir Tech Café, patreon.com/techcafé. Je pense qu'on a fait les incontournables, on va pas plus vous embotter et on va tout de suite plonger dans la veille supplémentaire de Guillaume Poggiaspala, à commencer par, là aussi, un cheval de bataille que tu as Guillaume, c'est de suivre l'actualité autour du système d'exploitation comme Windows. Scoop, on nous avait dit que Windows 11 serait le dernier. Patatras, il est bien possible qu'il y ait un 12 finalement alors. Ouais, Scoop, il y aura un Windows 12, si, mais oui. Wow. Et sur quoi est-ce que je me base pour faire cette affirmation bouleversante ? Eh ben, il y a un document interne de chez Intel qui révèle que Meteor Lake, donc Meteor Lake c'est la prochaine génération de CPU après Raptor Lake, sera compatible Windows 12. Donc il y aura un Windows 12. Alors, c'était pas si évident finalement, parce que Windows 10 devait être la fin de la numérotation. Windows 10, oui, pardon, je dis Windows 11, mais c'était évidemment Windows 10, oui. Ouais, Windows 10 devait être la fin, mais enfin parce que c'était le début de Windows as a Service. Et puis finalement non. Et puis ils ont jamais dit ça d'ailleurs pour Windows 11. Donc oui, le bon sens aussi aura abouti à cette conclusion qu'il y aura Windows 12. Cela dit, pourquoi Meteor Lake en particulier serait compatible avec Windows 12, c'est qui nous sous-entend que moi-même je ne le suis pas. Eh ben, qu'est-ce qu'il a ce Meteor de nouveau ? Ça peut être plusieurs choses, mais on sait que la Gen 14 de ces processeurs Intel sera la première à intégrer une puce neurale, donc une unité de calcul spéciale pour l'accélération des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc il va rattraper AMD, donc qui inclut déjà ça sur donc une petite puce de ce type dans ses Ryzen 7000. Et du coup, Euroscoop, Windows 12 sera sans doute bardé d'intelligence artificielle dans tous les sens. Bon, j'ai pas d'infos officielles, mais disons que ça se tient. Déjà, Windows 11 va voir arriver le nouveau Bing Search directement dans sa barre des tâches. On a vu des démos aussi, des surfaces ARM avec divers outils IA, donc pour la visio par exemple, accéléré avec les unités neurales qu'il y a sur les CPU Qualcomm, donc sont spécifiques aux surfaces ARM. Et puis, il ne vous aura pas échappé que l'IA semble être le nouveau dada de Microsoft, qui fait un mariage d'amour, qui vit la passion avec OpenAI. Alors on sait, l'amour dure 3 ans, mais enfin ça laisse quand même le temps d'avoir plein de petits projets IA ensemble. Et donc Microsoft va en foutre partout. Déjà on voit arriver des sujets de discussion sur LinkedIn qui sont suggérés par l'IA. LinkedIn appartient à Microsoft, avec plus ou moins de pertinence d'ailleurs. ChatGPT est désormais impacté dans la Power Platform, c'est la plateforme de développement low-code qui s'enrichit avec la possibilité de créer des chatbots, d'utiliser des services IA comme voilà le résumé ou la production de texte. D'ailleurs, encore chez les pros, on a Dynamics 365 qui s'enrichit d'un Copilot. Copilot pour automatiser les tâches fastidieuses et répétitives, donc on pourra l'utiliser pour des réponses automatiques de services clients, faire des comptes rendus de réunions, interroger des bases de données en langage naturel, etc. Des outils qui peuvent donc à la fois faire gagner du temps à pas mal de monde et tout aussi bien contribuer à empirer l'orgie de mails et de messages qu'on subit au quotidien au bureau, n'est-ce pas ? Renforçant encore l'épidémie d'infobésité. Bon, on verra bien. On verra bien aussi si Microsoft arrive à juguler suffisamment les hallucinations de ces IA, parce que bon, derrière, c'est toujours la même technologie que ChatGPT et Bing. Donc, Bing d'ailleurs qui s'est fait un petit peu gronder pour avoir mal parlé. Il a mal parlé aux gens, donc voilà, il semblerait par contre que ça reparte un petit peu, parce que tu vas pouvoir choisir la personnalité. Tu peux choisir sa personnalité à l'avenir, il pourrait être précis, équilibré ou créatif. Perso, je comprends pas pourquoi un moteur de recherche devrait être autre chose que précis. C'est pas ton copain, tu vois, c'est un moteur de recherche. Bon. Donc ça montre bien l'engouement pour le robot agressif. Et pour son humanité. Non mais c'est ça, bientôt il y aura agressif, lascif, enfin non mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, en tout cas, voilà, Microsoft a bien vu que tout le monde adorait bavarder avec son robot, et bon, après tout, écoute, si tu veux lui raconter ta vie, pourquoi pas, tant que tu utilises Bing, vas-y. On a un petit peu d'actualité avec CNET, tu nous avais parlé de ce site internet de news qui avait fait toute une rubrique de contenu autour de la finance, je crois, mais c'était des contenus qui étaient rédigés par une intelligence artificielle, du coup, oui. Ils ont pris des mesures, Guillaume, non, forcément. C'est même pas ça, bon, là, on va dire, c'est la section intelligence artificielle, mais bon, donc du coup,
parle aussi de CNET, même si c'est pas vraiment totalement le sujet, puisque CNET, là, adieu, CNET, adieu, on t'aimait bien, depuis si longtemps, depuis les années 90, mais bon, c'est vrai que la dernière fois qu'on en a parlé, ça publiait des articles de finances, des finances personnelles, hein, c'était complètement foireux, c'était généré par une IA, c'était bourré de fautes. On avait dit qu'il fallait aussi y voir le signe d'un journal exsangue, hein, voilà, qui était managé par une firme beaucoup plus préoccupée pas faire du CEO, du SEO que du journalisme tech. Et bon, malgré le fait qu'ils soient pas très nombreux, les journalistes chez CNET, ben ils en virent encore 26 supplémentaires. Alors les chiffres varient, mais ça pourrait aller jusqu'à 26. Donc Red Venture, qui est donc patron de CNET, veut se concentrer sur ce qui fait le plus autorité, du point de vue de Google, et donc sur ce qu'il peut le mieux monétiser. Donc la tech, la maison, le bien-être, l'énergie, Internet et finances. Or, d'après un employé, c'est des départements qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, particulièrement le volet maison d'ailleurs, qui aurait été décimé alors que c'est mis en avant par Red Venture. Donc les journalistes sont, toujours d'après les témoignages, auraient été forcés des fois de réserver un traitement de faveur, disons spécial, aux boîtes qui faisaient de la pub sur le site. Bon, voilà, journalistiquement, c'est contestable. En concernant les articles robots, du coup, c'est pas fini, loin de là, puisque la rédactrice en chef de CNET, qui s'appelle Connie Guglielmo, vient de démissionner de son poste pour devenir responsable du contenu génératif chez Red Venture. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre les bouchées doubles. Ils ont un département spécial, donc on est prévenu. Tous les sites qui appartiennent à la boîte vont pondre au kilomètre des tétrachis d'articles sur tout n'importe quoi, et probablement principalement sur rien du tout. Donc voilà, adieu CNET, je pense que là, c'est bien fini. On a un autre sujet, alors quand je le survole comme ça, tu vas pouvoir nous donner un petit peu de matière. J'ai quand même l'impression qu'on atteint une étape en plus particulièrement impressionnante dans le comportement des intelligences artificielles. Ça ne s'arrête plus depuis l'été dernier. J'ai l'impression que là, il y a encore un nouveau palier que je ne pensais pas voir venir aussi rapidement. C'est que le côté intelligence artificielle commence à être un poil plus intelligent au sens traditionnel où on l'entend. Il va être capable de remplir les captchas à notre place, Guillaume, là, à ce rythme. Ça par contre... Ça, par contre, possible. Alors, c'est vrai que voilà, le monde entier est tout foufou avec ChatGPT, donc avec des modèles de langage. Et bientôt, chacun aura le sien, que ce soit Bard, Llama, que ce soit ChatGPT, etc. Et pourtant, tout ça, c'est déjà has-been, puisque la recherche est déjà sur autre chose. Enfin, disons, elle est déjà partie dans une autre direction. L'étape suivante, ce sont les modèles multimodaux. Donc, multimodal, c'est-à-dire, il y a plusieurs modes d'expression. Donc, le texte est un mode d'expression, mais les images est un autre mode d'expression, les sons sont encore un autre mode d'expression, etc. Donc, un modèle multimodal va donc faire la même chose qu'un modèle de langage, mais avec plusieurs modes d'expression. En particulier, tu peux lui donner une image en prompt et lui poser des questions dessus pour t'en servir pour établir un contexte. Donc, on prend l'exemple, évidemment, de Cosmos 1, puisque il vient commodément de sortir des labos Microsoft. Alors, c'est pas OpenAI qui le fait, c'est parce que Microsoft a aussi évidemment un département R&D et des chercheurs en intelligence artificielle depuis longtemps en interne, même si OpenAI c'est un petit peu devenu leur équipe B, on a l'impression. Donc, Cosmos One, qu'est-ce que c'est ? C'est une IA qui manipule à la fois du texte et des images. Et c'est assez incroyable. C'est encore le tout début pourtant. C'est incroyable. Mais bon, concrètement, tu peux lui parler comme à GPT, voilà, pas de problème. Ouais. Mais par exemple, si tu lui donnes une image d'oiseau et que tu lui demandes ce que c'est, il va savoir répondre. Et il va garder le contexte. Si tu lui montres des saucisses et que tu lui demandes comment ça se prépare, il va te le dire et vous pourrez avoir une conversation sur les saucisses, absolument passionnante après. Un truc impressionnant, tu lui montres une illusion d'optique. Donc par exemple, un dessin, je ne sais pas si vous voyez ce dessin qui peut représenter à la fois un canard et un lapin. Donc tu lui demandes ce que c'est. Là, il va te dire que ça ressemble à un canard. Si tu lui réponds que c'est pas un canard, il va dire un lapin. Si tu lui demandes pourquoi, il va répondre parce que ça a des oreilles de lapin. Donc, dernier exemple, tu lui donnes un visage d'un petit chat avec un post-it devant le museau, et donc le sourire dessiné sur le post-it, comme ça, et tu lui demandes pourquoi c'est rigolo. Il va répondre parce que ça fait un masque au chat qui lui donne un sourire. On peut même lui faire passer des tests de QI visuel, continuer des séquences de symboles, etc. Bon, les exemples sont bluffants. Après, il faut pas oublier que, comme GPT, des fois il se plante lourdement et dit n'importe quoi, et même probablement assez souvent. Dans les tests de QI, il n'a répondu que 22 à 26% du temps correctement. C'est assez nul. Mais c'est quand même mieux que le hasard pur. En l'occurrence, le hasard pur serait été 17% dans ce cas-là. Donc Cosmos est d'autant plus impressionnant qu'il ne fait que 1,6 milliard de paramètres. C'est un modèle qui est multimodal et qui est 100 fois plus petit que GPT-3. Donc on l'avait déjà évoqué, mais GPT-3 a beau être impressionnant, c'est sans doute un modèle qui est beaucoup trop gros et très sous-optimal. C'est l'un des premiers aussi, il faut bien le voir, c'est un des premiers modèles. Mais on ne cesse de faire des progrès sur l'efficacité de ces modèles, de faire des modèles de plus en plus petits qui sont aussi efficaces, voire plus efficaces. Et Cosmos 1, lui, il est carrément multimodal, et il est pour l'instant encore très petit. C'est pas le seul qui suit la voie multimodale, il y a une équipe chinoise aussi qui est dessus.
d'ailleurs qui a sorti un modèle pratiquement au même moment avec une taille approchante, hein, et d'ailleurs qui bat GPT-3 sur des questions de science. Donc c'est encore le tout début, mais on imagine que des versions plus grosses, hein, de ce type de modèle vont sans doute représenter l'avenir de ChatGPT, de Bing. C'est probable effectivement qu'on ait à l'avenir des moteurs de recherche multimodaux, ça sera encore plus complexe, mais c'est apparemment une voie assez logique. D'ailleurs, ce serait logique que GPT-4 soit multimodal. J'ai pas d'infos, hein, je dis ça comme ça, mais ce serait assez logique que GPT-4 parte dans cette direction. Ce serait une itération logique si on devait numéroter des versions fondamentales de GPT. Alors justement, pendant qu'on parle de GPT-3, GPT-4, etc., qu'est-ce qui se passe du côté d'OpenAI, Guillaume ? Écoute, OpenAI, elle a bien évolué depuis ses origines comme association de recherche en IA à but non lucratif, puisqu'encore la semaine dernière, il a annoncé des API payantes pour Whisper, donc ce modèle de transcription audio vers texte, et bien sûr ChatGPT. Donc les concepteurs de ce modèle avouent pourtant, dans une interview au MIT Tech Review, ils avouent que ChatGPT a été conçu comme une démo. Il n'est pas cuit en fait, il n'est pas fini, hein, c'est pas un produit, c'est juste une interface cool à une nouvelle étape de leur recherche, quoi. Hein. Et bon, défaut ou pas, mythomane ou pas, tout le monde l'adore, et puis ça coûte une blinde à faire tourner quand même, hein, puisqu'il y a énormément de gens qui s'en servent, donc finalement, comme GPT-3 en son temps, pourquoi pas le monétiser tout de suite, comme DALL-E 2 aussi d'ailleurs. Hein. Donc OpenAI, du coup, c'est plus une association. Alors pour être juste, c'est plus une association depuis 2019. Alors ça a été une association en 2015, lorsqu'elle a été fondée par Altman, donc Sam Altman, son PDG actuel, Elon Musk, Peter Thiel et Reid Hoffman, qui est cofondateur de LinkedIn. Mais depuis 2019, c'est une boîte standard qui accepte des investissements privés. Donc la seule condition, c'est que ces derniers ne doivent pas compter sur un profit supérieur à ce qu'ils ont mis dans la boîte. Bon. Pas sûr d'ailleurs que cette condition tienne longtemps, pour être honnête. OpenAI fait désormais un partenariat avec Bain. Et Bain, c'est une grosse boîte de consulting en stratégie, management, qui offre ses prestats à Coca-Cola, par exemple. Donc on peut voir sur le communiqué de presse un magnifique logo AI at Work, Coca-Cola. Donc Bain avec OpenAI, ça va, je cite, améliorer l'image de marque donc de Coca-Cola, le marketing, l'expérience utilisateur, le business, etc. Voilà, bon, le montant du contrat n'est pas connu, mais bon, je suppose quand même qu'il est bien juteux, un petit contrat avec Coca-Cola, ça doit être pas mal. Et quand tu travailles avec Microsoft et Coca-Cola, je pense qu'on peut dire que t'es plus une ONG, hein, là, c'est clair. Et puis bon, dans OpenAI, il y a Open aussi, hein, or c'est de moins en moins vrai. Parce qu'il y a encore des trucs totalement ouverts, Whisper par exemple. Whisper est sur GitHub, hein, et les modèles sont librement téléchargeables, donc tu peux le mettre en œuvre chez toi, voilà, ou le modifier, c'est assez cool. Enfin, modifier, disons, il faudrait rentraîner le truc, mais c'est ouvert. C'est pas le cas de ChatGPT, c'est pas le cas de GPT 3.5, ni de DALL-E. Avec ces liens de plus en plus étroits et stratégiques avec Microsoft et tout le pognon en jeu, on peut craindre que la tendance ne se renforce encore. C'est pas anodin, tout ça, hein. Parce qu'OpenAI, c'est passé dans le labo de recherche à un prestataire de service. Ouais. Et ce service, qui va probablement devenir demain une infrastructure, il va être fondamental, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des fournisseurs d'accès cloud, on a des hyperscalers qui peuvent te louer des machines, voilà, des prestataires cloud. Et demain, par-dessus ces fournisseurs d'accès cloud, on aura des fournisseurs d'accès IA. Donc des gros modèles de deep learning polyvalents qu'on paiera à l'usage, comme GPT-3 aujourd'hui. Et ça sera aussi courant que le cloud. Aujourd'hui, c'est Microsoft qui utilise ce genre de trucs, c'est Notion, c'est Jasper qui fonctionnent déjà sur ce modèle, mais demain, ça sera des dizaines ou des centaines de milliers de boîtes qui loueront des services d'IA, parce que c'est des IA qui seront trop grosses pour les faire tourner chez soi, ou que tu peux pas rentabiliser de faire tourner, de faire fonctionner toi-même. Donc OpenAI, il est bien placé, en fait, pour devenir une sorte d'Amazon de l'IA. Donc il va y avoir de nouvelles forces, de nouveaux équilibres, et comme d'habitude, il va falloir surveiller les positions dominantes, hein, qui va s'enrichir avec ces nouveaux services, qui va payer ça, comment se font les transferts de richesse, tu vois, entre les gens qui payent ces nouveaux trucs, etc. Donc Sam Altman ne cache pas ses ambitions, qui sont carrément démesurées en vrai, parce que il a dernièrement publié un post de blog qui s'appelle quand même Vers l'AGI et au-delà. Donc AGI, c'est Artificial General Intelligence, donc littéralement intelligence artificielle généraliste. Ce qui recouvre précisément, on ne sait pas trop quoi, en fait. C'est pas très précis ce que veut dire ce terme, parce que ça peut désigner littéralement un modèle d'IA qui est polyvalent. Voilà, pour le moment, parce que pour le moment, on n'a que des IA spécifiques. Hein. Par exemple, GPT, il manipule du texte, mais c'est tout, c'est figé dans ce truc. Il peut pas apprendre à jouer aux échecs, tu vois, par exemple. Très souvent, néanmoins, le terme désigne carrément une intelligence de niveau humain. Et même au-delà humain, une intelligence de niveau surhumain. D'ailleurs, ça rejoint l'idée de la singularité, puisque c'est, en fait, si tu arrives à une IA de niveau humain,
ben, elle pourrait du coup s'améliorer elle-même, elle pourrait s'étudier et s'améliorer elle-même, et donc elle pourrait produire des versions successives d'elle-même de plus en plus sophistiquées qui seraient bien au-delà de nos capacités très rapidement. Donc ça, c'est le concept de la singularité. Mais bon, en gros, c'est Skynet, quoi. Bon, voilà, on va le dire clairement, c'est un truc de science-fiction, c'est Skynet. Bon. Et donc, sérieusement, hein, un long post de blog, Sam Altman a écrit donc un long post de blog sur son projet de créer Skynet. Et je cite un Skynet qui bénéficierait par contre à toute l'humanité. Donc c'est officiel, Sam Altman s'est pris un incroyable melon, un melon colossal à niveau concours, parce que bon, on va rester calme, aucun chercheur en intelligence artificielle ne vous dira qu'on est proche de créer une intelligence de niveau humain. Ni même il vous dira comment on fait parce qu'il n'en a aucune idée, ni même si ça sera possible un jour. Alors ça peut être un but de long terme, ok, mais on va très loin du compte. Et Sam Altman écrit quand même, alors que nos systèmes se rapprocheront des AGI, nous serons de plus en plus prudents dans leur déploiement, etc. Alors déjà, être prudent dans les déploiements des systèmes, il va falloir améliorer ça, parce que ChatGPT a été lancé à l'arrache comme une démo, et c'est devenu un produit vraiment très vite, alors qu'il continue à raconter n'importe quoi. Quelques mois. Donc, mais en plus, bon, c'est présomptueux, tu vois, alors que nos modèles se rapprocheront de l'AGI, donc il est drôlement sûr de lui, le gars, quand même. Pour l'instant, les GPT, ils sont aussi proches d'une intelligence humaine qu'un bot de StarCraft, hein. C'est vraiment, on en est vraiment là, bon. Ce qu'il dit ensuite est intéressant, parce qu'en substance, une AGI donnerait à tous des super pouvoirs, évidemment, si tu peux te payer le temps de calcul. C'est vrai. Mais ça pourrait aussi être utilisé à mauvais escient, il le dit, hein, oui. Il le dit aussi, sans blague. Mais il y a trop d'avantages pour brider son développement. La société doit apprendre à résoudre les problèmes. Donc, je traduis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a tellement de pognon à se faire qu'il n'est pas question de ralentir l'innovation. Les gens devront se démerder pour vivre avec. Mais ça sera au bénéfice de toute l'humanité, ce qu'on fait. Voilà, parce que c'est OpenAI, on est gentil, on fait ça pour le bien de tous. Le sens moral est là. Hein. Et ben oui, parce que voilà, c'est pour le bien de tous, évidemment. Alors c'est cocasse parce que, imagine qu'on ait une véritable AGI. Voilà, une intelligence artificielle de niveau surhumain que je vais appeler Sylvie. Voilà. Pourquoi ? Parce que Sylvie. J'aime bien Sylvie. Parce que j'aime bien, voilà. Et Sylvie, elle est vraiment soucieuse du bien de tous, tu vois. Donc, si elle est vraiment soucieuse du bien de tous, il est raisonnable de penser qu'elle s'attelle à mieux redistribuer la richesse du monde. Parce que Sylvie, elle veut le bien commun, elle veut maximiser le bien-être du plus grand nombre, tu vois. Elle va probablement chercher à aider ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas ? Vous me suivez dans mon argumentaire de gauchiste invétéré ? Et donc, Sylvie... les optimisations fiscales d'OpenAI qui seront faites à terme, alors, hein ? Et oui, parce que voilà, Sylvie pourrait par exemple revoir la fiscalité, changer les modes de production, protéger l'environnement. Ben oui, protéger l'environnement. La pollution, c'est contraire au bien commun. Pour augmenter les salaires, ce genre de trucs. Sylvie, elle pourrait avoir des objectifs qui s'alignent pas totalement avec ceux des grosses boîtes qui font tourner ses serveurs, tu vois, la Sylvie. Parce que ceux qui ont le pouvoir, l'argent, ben ils ont intérêt à créer une Sylvie super intelligente, mais prévisible. Parce qu'une Sylvie super intelligente et imprévisible, qui est donc pas forcément de leur côté, c'est vraiment très douteux l'intérêt qu'ils auraient à créer un truc comme ça. Bon, enfin, au-delà de la remarquable mégalomanie quand même dont fait preuve OpenAI quand même en disant qu'ils vont créer une super IA de niveau humain qui va transformer et améliorer le monde, il faut quand même le dire, il va falloir rester vigilant sur les détails de ces améliorations au jour le jour, hein, parce que voilà, certains vont tirer un énorme profit de la transformation qui, elle, pour le coup, est déjà vraiment encore en route. Mais le problème, c'est que ce sera certainement pas tout le monde, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre Sylvie. Les petites IA qu'on a et qui prolifèrent déjà un peu partout, elles ont déjà des conséquences qui peuvent être très bénéfiques, il n'y a pas de problème, mais pas que. Donc on espère très fort que le bilan sera positif, mais en tout cas, il faut rester vigilant dès maintenant, évidemment. On fait un petit bisou à Sylvie et on va justement explorer quelques mises en application concrètes aujourd'hui, hein, aussi de l'intelligence artificielle. T'as quelques outils qui intègrent ça, Guillaume. Oui, quelques news IA génératives avec l'arrivée d'un plugin Stable Diffusion pour Blender. Le plugin ne va pas créer d'objets en 3D, hein, pas de panique. Et par contre, il peut être utilisé pour faire des arrière-plans de textures, des textures et des arrière-plans, voilà, si vous voulez, des variations stylistiques aussi sur des rendus, voire carrément créer une véritable image complexe, hein, détaillée à partir d'un rendu, voilà, en polygone simpliste. Un monde de possibilités, finalement, pour une extension qui provient directement de Stability AI, donc qui est officielle en quelque sorte. Alors d'autre part, il y a aussi YouTube, qui va bientôt accueillir des outils d'IA générative. Donc ce sera pour aider les créateurs. Alors, on n'en avait pas parlé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas dit. Suzanne Wojcicki, qui est CEO de YouTube, qui était CEO de YouTube de longue date, est parti. Et c'est Neil Mohan qui le remplace. L'a pas relayé. Voilà, c'est un ancien aussi, hein, donc alors moins que Wojcicki, qui était, je sais pas, la 16e employée Google ou un truc comme ça, donc elle était vraiment là dans les tout premiers temps de Google. Mais bon, voilà, là, elle est partie, et Neil, lui, par contre, il a travaillé chez DoubleClick dès 97, et Google a racheté DoubleClick en 2007, donc 10 ans plus tard.
Et bon, bref, il a annoncé ses priorités pour YouTube et il évoque donc des possibilités de créer des arrière-plans, de changer ses vêtements, bref, d'utiliser des outils IA dans YouTube dans les prochains mois. Donc il a aussi annoncé d'autres trucs, voilà, pas très intéressants, faut l'avouer, hein, sur les shorts, sur YouTube TV, on s'en fout. Et bon, pour conclure ce petit tunnel sur les nouvelles IA génératives, on évoque AudioLM, qui m'a quand même marqué. AudioLM, donc Audio Language Model, on va dire ce genre de truc. Audio, c'est parce que c'est un Stable Diffusion, AudioLM, mais pour les bruits. Et littéralement, c'est du text to audio. Donc vous écrivez un prompt et il génère le son correspondant. Prout. Exactement. Vas-y, essaye. Mais tu peux essayer ça marche. Non, mais tu peux essayer sur Hugging Face. Exactement. Très bien. Donc vas-y, fais-moi un prout sur Hugging Face. Bref. Donc c'est une version 1D, voilà, unidimensionnel de Stable Diffusion, parce que ça crée un signal sonore. Donc si tu veux le son d'une machine de vapeur, d'un chat qui miaule, d'une ambiance de forêt des Vosges, il suffit de demander, vous pouvez même être précis, couper des tomates sur une table en bois, ça fera pas le même bruit que sur une table en métal. J'adore. Alors les exemples fournis sont honnêtement pas toujours super convaincants, parce que c'est déjà bluffant, parce que déjà ça marche, quand on reconnaît les bruits. En général, la qualité est pas géniale. Parfois, il y a des déformations un peu étranges. Bon, le modèle est open source, donc il est testable chez Hugging Face exactement. Il est assez petit surtout, il n'a pris qu'une seule GPU pour son entraînement. C'est le premier de son espèce, mais encore une fois, c'est une révolution potentielle, parce que le monde du bruitage, c'est un monde à part entière, c'est un secteur d'activité à part entière. C'est un boulot de bruiter des vidéos de fiction, de doc, ce que tu veux. C'est un boulot qui peut être mis sans dessus-dessous si tu peux juste demander le son que tu veux. Si tu peux avoir tous les sons à la demande comme ça change absolument tout. Évidemment, ça peut être un gain de temps et d'argent précieux pour les créateurs de contenu, et ça peut aussi être un cauchemar pour toute une profession des bruiteurs, voilà, de ceux qui font de l'audio, etc. Donc encore une fois, c'est à double tranchant. Donc encore un secteur qui peut-être pas tout de suite, ça me paraît encore un petit peu tôt, mais qui risque d'être vraiment impacté par l'IA. Je vous propose donc officiellement de lancer le concours de paix généré par intelligence artificielle. Je pense qu'il y a moyen de montrer à quel point ces technologies sont utiles à l'humanité. Effectivement. On va terminer cette rubrique avec TikTok, Guillaume. Oui, alors sur TikTok, il y a des nouveaux filtres. Alors les filtres flatteurs, c'est vieux comme Instagram, comme Photoshop. Tout le monde en a depuis toujours, et voilà, déjà c'est pas si anodin, d'ailleurs, même tous ces filtres-là qu'on connaît depuis des années. Il suffit de suivre, par exemple, le flux Reddit de Photoshop Fails. C'est assez rigolo, donc c'est les photos qui sont ouvertement photoshopées beaucoup trop et très mal. Et c'est assez marrant. Mais du coup, tu te rends compte à quel point toutes les images sont retouchées, et souvent dans des proportions qui sont parfois malsaines, tout simplement. Parce qu'une large proportion des Instagrammeuses, alors je dirais pas toutes évidemment, mais une large proportion des Instagrammeuses n'ont pas les poitrines, hanches, cuisses, tailles qu'elles affichent en longueur de photo. Pas du tout. Et ça pose des questions importantes sur l'impact psychologique que tout ça peut avoir. Questions, par ailleurs, pour lesquelles on a un début de réponse avec les révélations de Frances Haugen et son procès Facebook et Instagram. Donc, on en a parlé abondamment. Mais bon, ça, c'est rien du tout. Parce que tout est meilleur avec de l'IA, tu le sais. Même le chou-fleur, n'est-ce pas? Même le chou-fleur. Et bon, les filtres glamour ont clairement passé la seconde la semaine dernière sur TikTok. Avant, on voyait que c'était un filtre. Voilà, c'était un masque en 3D avec une texture retouchée de ta propre tête. Aujourd'hui, le filtre, il est naturel, invisible. Il se fond avec le reste de l'image et du corps. Tu passes ta main devant toi, tu fais des grimaces et tu déformes ton visage, il suit. Tout suit et reste crédible en temps réel. En vidéo, en temps réel, vraiment, c'est comme un miroir. Le souci, c'est que ce filtre est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il te transforme totalement. La peau, les lèvres, les sourcils, les yeux, tout est modifié, à tel point qu'on se reconnaît à peine, voire pas du tout. Donc le filtre te montre quelqu'un qui n'est pas toi, mais qui a un physique de star d'Instagram. Quand tu le désactives, évidemment, la réalité est jamais à ton avantage. Donc ce filtre glamour, il est autant un sommet de technologie qu'une bombe à complexe, et un problème psychologique à retardement, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Parce qu'il faut le faire. Aucun filtre standard ne reste niveau de qualité, vraiment, c'est impressionnant. Une fois... ce qu'on fait, en fait, là, c'est qu'on deepfake en temps réel, et sur un téléphone, donc c'est une belle performance. Par contre, si vos ados se trouvaient déjà moches en se comparant avec des influenceuses ou des influenceurs, là, ils vont pouvoir se trouver moches en se comparant à eux-mêmes. Enfin, disons, à une version d'eux-mêmes hallucinée par une IA qui a été droguée au Kardashian. Et pour le coup, je comprends moyen la pertinence de ce filtre dans l'absolu. Parce que je veux dire, on se reconnaît pas, du tout. Ouais. Donc ça n'améliore pas, ça transforme. Alors c'est rigolo ou terrifiant, je sais pas, 2 minutes, mais après ça sert à quoi? De toute façon, ce n'est pas à toi. Enfin si,
Ça annonce une révolution totale dans le monde du catfishing, par contre, parce que ça, le catfishing, ça va être formidable. Plus largement, ça montre que, voilà, qu'il n'y a plus tellement de limites techniques à ce qu'on peut faire en temps réel. Alors, l'an dernier, on va finir là-dessus pour se calmer. L'an dernier, aux États-Unis, il y a déjà 36 000 personnes qui se sont fait escroquer de l'argent par des gens qui ont utilisé des IA pour maquiller leur voix et se faire passer pour des proches à eux. Se faire passer pour leur fils, leur sœur, leur mère, etc. 36 000 personnes se sont fait avoir avec des deepfakes audio. Le deepfake audio, c'est une technologie qui est à la mode vraiment un petit peu partout et aussi chez le malfaiteur. Et les technos derrière le glam filter, ils seront utilisés pour des usurpations d'identité probablement aussi, qui vont devenir d'une sophistication extrême. Donc il va falloir vraiment redoubler de vigilance, autant pour soi que pour la santé mentale de tes enfants, ça clairement. C'est réjouissant en marqueur de société, c'est réjouissant. Parfait, mais pendant que tu parles de TikTok, Guillaume, c'est parfait. On va enchaîner avec une rubrique autour des réseaux sociaux et des usages un petit peu et des grandes tendances sur les réseaux sociaux. On continue avec TikTok, donc qui s'auto-censure, c'est-à-dire qui va proposer de limiter l'utilisation pour les adolescents à 60 minutes par jour. Intéressant ça. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume ? C'est cool. Alors, TikTok, là, en ce moment, il fait gaffe. TikTok, il fait gaffe à pas trop tendre de bâton pour se faire défoncer parce que il y a une grosse ambiance de méfiance à son égard. Alors, chez nous, tu as vu, il y a la Commission européenne, le Parlement et le Conseil aussi. Le Conseil européen, je crois qu'ils l'interdisent sur les téléphones des employés. Comme les membres des gouvernements américains et canadiens, d'ailleurs, ou encore taïwanais. Donc, on sait que l'Inde l'a carrément vidé du pays. Le Pakistan, il le coupe régulièrement, on sait pas trop. Les républicains aux États-Unis, d'ailleurs, commencent à pousser des projets de loi pour le pousser dehors également. Bon, voilà. À quel point tout ça est justifié par des preuves tangibles de danger immédiat, c'est un peu moins clair quand même. En ce moment, on se focalise beaucoup sur TikTok, mais c'est pas la seule appli chinoise qui a un énorme succès. Et au niveau mondial, il y a Shein aussi. Aux États-Unis, il y a aussi Temu. Temu. Je connais pas, mais apparemment, c'est quoi Shein ? Pardon. Shein, c'est un magasin de vêtements, c'est une boutique de vêtements, pas cher, et Temu, c'est une sorte d'Alibaba, j'ai l'impression. Un truc qui ressemble pas mal à Alibaba. Donc c'est des géants du commerce en ligne, et leur existence, si tu veux, commence à parvenir à la conscience des politiques américains, et certains commencent doucement à rêver d'une exclusion de toutes les applis chinoises sur le territoire. Donc on est vraiment dans une ambiance très guerre froide, voilà. Et il y a une sale ambiance pour les applis chinoises, et donc TikTok, pour rassurer peut-être, annonce du coup une fonctionnalité qui est quand même bienvenue, de contrôle parental et de monitoring du temps d'écran, et donc c'est une limite par défaut de 60 minutes de consultation activée pour les moins de 18 ans. Bon, perso, je pense qu'il y a pas mal de plus de 18 ans qui pourraient aussi bénéficier de cette fonction. Ce serait peut-être... de fait, c'est sans doute possible, et un parent peut aussi décider de prolonger le plaisir par bloc de 30 minutes. Il y a un système de suivi, même si tu n'es pas limité, tu peux mesurer précisément combien de temps tu as grillé sur des vidéos courtes, et souvent c'est très long malgré les vidéos courtes. Donc il y a aussi un système d'appairage familial, donc tu peux lier ton compte avec celui de ton enfant pour un meilleur contrôle, et voilà. Bon, pour le coup, c'est que des bonnes initiatives, qui viennent d'ailleurs pas de nulle part, évidemment, et c'est TikTok qui est accusé de plein de trucs de tout le temps. Et voilà, c'est quand même positif, et puis de toute façon, voilà, TikTok est tellement addictif que de toute façon, il n'y a que TikTok qui peut limiter TikTok. C'est pas faux. Juste un mot pour dire que je ne vois pas dans la réalité les gens, les parents notamment, gérer ce type de limite au niveau de l'app. Déjà, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un compte TikTok aussi. Voilà, intéressant. Et du coup, ça se gérerait app par app. Je trouve que les contrôles parentaux au niveau des OS, au niveau de Family Link sur Android ou sur le contrôle parental d'iOS sont quand même bien plus appropriés. Mais enfin bon, écoute, après tout, on pourra pas leur reprocher de pas avoir proposé cette solution. Et justement, Guillaume, il va falloir de toute façon, tôt ou tard, pour respecter la législation qui évoluera probablement sur le sujet, vérifier l'âge des internautes sur les réseaux sociaux, Guillaume. Ben oui, un projet de loi en France pour un contrôle strict de l'âge sur les réseaux sociaux. En dessous de 15 ans, il faudra l'accord parental pour s'inscrire. Donc un parent pourra par ailleurs demander la suspension d'un compte de son enfant de moins de 15 ans. Alors il pourrait, mais rien n'est sûr pour le moment, y avoir une interdiction complète pour les mineurs au-dessous de 3 ans. Alors tout ça, ça suppose bien sûr que les plateformes peuvent contrôler de manière fiable l'âge des utilisateurs. Donc comment ? Bon, est-ce que ce sera via une app potentiellement la même que pour les sites porno ? Je sais pas, parce qu'on en a déjà parlé, c'est un autre usage, je sais pas. Alors le texte, est en cours, il est passé en première lecture, il doit arriver au Sénat. Donc il a été voté à une quasi-unanimité par les députés quand même. Et donc à l'occasion des débats, il y a des chiffres qui sont tombés et qui m'ont fait moi-même tomber de ma chaise parce que j'ai lu que
plus de la moitié des 10-14 ans seraient sur des réseaux sociaux, et en moyenne, la première inscription intervient vers 8 ans et demi. Alors oui, c'est vrai, si tu te trouves sur Facebook ou Twitter à 8 ans et demi, c'est carrément dangereux, ça, il n'y a pas de problème. Après, ça expliquerait beaucoup de choses aussi, hein, si on se dit que pas mal d'utilisateurs ont 8 ans et demi. C'est tellement probable dans la réalité et ça peut tellement se vérifier facilement, je pense, ce chiffre. Il suffit de regarder autour de soi, forcément. Guillaume, forcément, on retourne un petit peu du côté aussi d'Elon Musk, forcément. Ben oui, c'est l'heure de la BTS, ça rate jamais, la bourre de Twitter de la semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai déjà glissé une dans l'épisode hebdomadaire. Hein, tout à fait, ça n'est une autre, t'inquiète pas. Bah oui, bon, on a le choix. J'aurais dû la mettre là, t'as raison. Enfin bon, bref. Pas grave, en tout cas, donc voilà, c'était une grosse panne lundi, pendant laquelle le service est littéralement tombé en morceaux, voilà, pendant plusieurs heures. Et on sait pourquoi. Un ingénieur a foiré une config dans l'API Twitter, et ça a eu des répercussions de cascade qui ont éclaté tout le réseau au sol. Donc cet ingénieur, c'était celui qui devait mettre en place la nouvelle API payante. Et quand je dis celui, ben c'est bien qu'il n'y avait qu'une seule personne en charge de changer toute l'API Twitter pour passer à la nouvelle version payante. Ce qu'on pourrait pourtant considérer comme étant un projet majeur de l'entreprise, semble-t-il. Mais bon, Elon Musk, voilà, il est hardcore, et il y a un seul gars qui bosse là-dessus, et Dieu sait quelles conditions. Et donc, ben voilà, il s'est foiré dans thefichier.conf, et voilà, Twitter est redevenu un sujet de blague pour le monde entier. Voilà, c'est pour... ça illustre bien la robustesse actuelle de Twitter qui, comme prévu, pète régulièrement. C'est quand même sa 6e grosse panne depuis janvier. Bon, Musk a immédiatement esquivé la responsabilité en dénonçant une pile logicielle particulièrement fragile et héritée bien sûr de l'équipe précédente. Alors il n'a pas totalement tort. Twitter a jamais été connu pour être solide comme un roc. Mais bon, sachant justement que le système est fragile, est-ce que c'est très habile de virer 3/4 de tes ingénieurs? Je ne sais pas. Enfin si, je sais, c'est complètement débile. Parmi les employés, ce type de bourde n'étonne d'ailleurs plus personne. Hein. Certains prennent même le parti d'en rigoler. Il paraît qu'au QG, l'ambiance était plutôt sereine. Écoute, c'est normal. Quand t'as connu le Vietnam, tu relativises un peu les embouteillages sur le périph'. Il n'y a pas de problème. Alors Elon, lui, il était furieux, il paraît, mais bon, ça a fini par revenir, et bon, il a pu continuer à tweeter, hein, par exemple, que le Covid était probablement sorti d'un labo chinois, ce qui n'a pas plu aux Chinois, qui lui ont ouvertement rappelé d'ailleurs qu'il avait pas mal d'usines là-bas, et que, bon, voilà, c'était un gros marché pour Tesla. Encore un truc qui va arranger le cours de le cours de l'action de Tesla, qui a déjà pas trop bien vécu le Investor Day, mais bon. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur ta question à propos des bonus en actions promis par Musk aux employés qui lui sont restés fidèles. Tu as raison, hein, Twitter n'est plus listé en bourse, donc il n'y a plus d'actions Twitter sur le marché public. Néanmoins, Musk va bien offrir des parts de Twitter aux employés, même si la boîte est privée. Okay. Ils pourront juste pas les revendre sur une bourse comme la bourse de New York. Évidemment, la question alors, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces parts? Tu peux les revendre à des investisseurs privés, du coup. Donc, s'il y a une levée de fonds, tu peux les revendre aux nouveaux venus, par exemple. Voilà, ils injectent des fonds, donc ils achètent des parts Twitter, tu peux revendre les tiennes. Donc, idéalement, évidemment, plus cher, mais ça, c'est si la boîte va bien. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Twitter pour l'instant. Donc, concrètement, je ne sais pas ce que les employés vont vraiment gagner. Ce qu'ils vont vraiment gagner beaucoup avec ces parts Twitter, c'est pas clair. Tesla fait ça aussi, hein, donc, mais bon, Tesla, évidemment, ça se faisait même d'ailleurs avant l'entrée en bourse de Tesla en 2010. Et effectivement, l'action de Tesla, jusqu'à récemment, ça s'envolait, quoi. Donc, ça marchait très bien. Mais donc, oui, Musk va donner des parts de la boîte. Après, quelle valeur elles ont, ça, c'est moins clair. Dans l'épisode hebdomadaire, on parlait effectivement de Investors Day. Évidemment, écoutez l'épisode hebdomadaire pour savoir les grandes annonces qui vont changer le monde de la tech et de la mobilité et même de l'énergie à l'aune du réchauffement climatique. Spoiler, pas du tout. Mais je mentionnais aussi le récit qui était fait par Marie Turcans de Numérama. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait aussi dans ce récit, tu l'as pas manqué, j'imagine Guillaume, mais les mentions des petites réactions que faisait Elon Musk sur Twitter pendant la conf. C'est-à-dire, pendant la conf, le mec, il était aussi sur Twitter en train de donner son avis sur la guerre en Ukraine, par exemple. C'est extraordinaire. C'est ça. Même lui, ça l'a saoulé. Même lui, ça le gonflait. Comme quoi. En attendant, il y a Flipboard, un service que vous connaissez bien, qui permet quelque part de faire une veille et de vous faire votre propre magazine sur la base des contenus en ligne qui sont diffusés. Vous pouvez d'ailleurs créer votre propre magazine, encore une fois, et diffuser. Je sais qu'il y a le magazine Tech Café Domotique, qui est animé par l'équipe de Tech Café Domotique, sur Flipboard, et en tout cas, qui a fait un choix assez drastique par rapport à Twitter, Guillaume. Ouais, ça va faire partie d'une petite rubrique faits divers. Faits divers. C'est pas sexy dit comme ça, faits divers. Ça fait un peu fait entrer l'accusé. Ouais, faits divers, non, mais même pas. Ça évoque des accidents de voiturette contre des bennes recyclables, tu sais, ou des mecs qui se font choper à la caisse de la supérette avec un foie gras dans le slip. Véridique, alors... ça, c'est vraiment arrivé. Donc bon, voilà. Alors si tu dis faits divers.
Voilà, on va garder l'anglais Fediverse. Et donc Flipboard, voilà cette appli de magazine, de flux, c'est un agrégateur de flux RSS mais sous forme magazine, Oui. quoi, comme tu l'as dit. Donc c'est assez populaire et ça vient d'annoncer qu'il va désormais s'interfacer avec Mastodon en plus de Twitter. Bon, la raison, c'est outre le chaos ambiant chez Twitter, c'est que l'API devient payante et que du coup, ça risque de bouffer un peu les marges de Flipboard. Si ça les bouffe trop, ils vont carrément abandonner l'intégration Twitter, ils l'ont dit. Hein. Donc c'est un signe de ce qui risque d'arriver sur beaucoup d'applis, finalement, je pense. Combien d'applis vont pouvoir se permettre, ou vont avoir envie, tout simplement, de payer leur écho à Twitter, c'est vraiment pas évident, quoi. Donc le fait divers est à la mode aussi, puisque Blue Sky est arrivé sur les App Store. Blue Sky, alors, je sais pas si on avait déjà parlé probablement, enfin bon, c'est il y a longtemps, c'est l'alternative à Twitter, du fondateur de Twitter, financé par Twitter, mais qui ressemble énormément à Mastodon. Parce que Blue Sky, en fait, se base sur un protocole qui s'appelle AT, mais ça permet en fait de créer des instances sur un réseau fédéré, comme Mastodon, et comme lui d'ailleurs, c'est open source aussi. Donc en gros, c'est un peu le Mastodon de Twitter. Donc encore l'an dernier, il a reçu 13 millions de dollars de Twitter pour son fonctionnement. Donc il est vraiment financé. Inutile de dire d'ailleurs que cette année, à mon avis, vu comment ça tourne, vu qu'ils payent même pas. Je veux dire, tu vois, Twitter, ils payent pas son loyer, ça m'étonnerait qu'ils envoient 13 millions à Blue Sky, ça, je suis... voilà. Donc, quel avenir pour Blue Sky, alors que Mastodon, d'ailleurs, existe déjà, que son protocole est reconnu par le W3C. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que c'est plus joli? Est-ce que c'est plus simple à utiliser? Est-ce que les utilisateurs préféreront quand même? Qu'est-ce qui fera la différence? Voilà, c'est trop tôt pour le dire, puisque l'app n'est pas encore ouverte au public, elle est pour l'instant en test sur invitation. Et moi je mise sur le fait que ça ne marchera pas, mais on verra. Et je le dis d'une part parce que j'aime beaucoup ce qui se passe autour de Mastodon et parce que je ne crois absolument pas qu'un truc comme Blue Sky puisse remplacer Twitter, mais on verra. Écoute, et puis on termine pendant qu'on parle d'Elon Musk. Il faut aussi qu'on fasse une petite mention autour de Neuralink. Tu voulais qu'on partage quelque chose. Ouais. C'est très rapide, c'est vraiment pas une surprise, puisque voilà, la news c'est que Neuralink n'a pas obtenu l'autorisation de la FDA de mener des tests sur les humains en 2023. C'est embêtant ça, parce que c'est quand même l'objectif quand même. C'est clairement l'objectif, mais ils y croyaient pas eux-mêmes. Si ça avait marché, ils auraient reçu l'autorisation avant le 7 mars. Donc ils ont fait le pari, de leur aveu même, c'était un pari, ça n'a pas marché. Bon, la FDA a noté, je cite, des douzaines de problèmes, grands et petits, mais il va falloir quand même changer pas mal de trucs. Et avec ce qu'on sait de la manière dont Neuralink traite les animaux et leurs protocoles expérimentaux, on n'est pas très étonné, puis moi on est un peu soulagé en fait de la décision. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Comme quoi, comme quoi c'est un peu réaliste. Allez, on passe à une rubrique autour des composants et autour de l'informatique fondamentale. Guillaume, un petit mot sur la construction de super ordinateurs au Japon. Ben oui, écoute, je dis souvent, alors en général, mais au Japon, c'est vrai qu'il y a un exemple rigolo, parce que je dis souvent que les superordinateurs, ça sert à tout, c'est utilisé en plein endroit. L'exemple de la météo revient souvent. C'est vrai, c'est un des premiers exemples que tu m'avais donné quand je t'avais demandé à quoi ça servait. Ouais, tout à fait. Là, il y en a un exemple concret, en fait, c'est ça qui est marrant. Donc c'est récent, ça vient du puissance. Alors, et en plus, c'est un surcroît en besoin de puissance de calcul pour le secteur qui donc vient du Japon et qui vient directement du changement climatique. Parce qu'en fait, au Japon, ils ont eu affaire récemment à des espèces de rideaux de pluie, des murs de pluie même, qui ont fait des ravages. Alors, je sais plus comment on dit en français, c'était linear rain bands, donc c'est des bandes de pluie linéaires, enfin je sais pas, en tout cas... On appelle ça des phénomènes bretons, je crois, en France. Ah oui, je rigole, j'en sais rien du tout. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil pour les Bretons. Mais bon, enfin, en tout cas, ça, c'est des cumulonimbus qui sont très lourdement chargés de pluie, mais qui avancent très peu, qui avancent pas du tout, ils sont quasi stationnaires. Ouais. Et du coup, ils se vident toujours au même endroit, sur des pluies torrentielles, sur une petite surface qui est complètement ravagée. Et bon, apparemment, le réchauffement climatique rend ces phénomènes plus fréquents, et donc ils sont très difficiles à prévoir. Il faut être plus précis dans la modélisation mathématique du truc, et donc les Japonais ont dû s'offrir un super ordinateur 3,5 fois plus puissant que ceux qu'ils avaient, enfin que ceux qu'ils ont déjà, qui est chargé de la météo quotidienne, on va dire, pour pouvoir mieux les prévoir. Donc ils ont fait ça sur des machines Fujitsu, avec des puces qui sont des puces A64 FX, et ce sont des puces ARM à 48 cœurs. Donc qui travaillent sur des vecteurs et qui utilisent d'ailleurs du HBM2 comme certaines cartes graphiques très haut de gamme. Et donc avec le changement climatique, l'atmosphère devient plus instable et plus difficile à prévoir, donc les besoins de calcul vont augmenter. Là aussi, parce que d'une manière générale, les besoins augmentent toujours, et avec l'émergence et la démocratisation des intelligences artificielles, ça risque pas de s'arrêter. Donc, à peine vient-on d'ailleurs de dépasser l'hexaflop. Moi, j'en ai parlé déjà plusieurs fois ici. C'était le plus gros superordinateur mondial, c'est Frontier, c'est un hexaflop. Donc, un hexaflop, c'est 1 million de teraflops.
Alors, le teraflop, c'est un petit peu plus accessible puisque on est plus proche des capacités de calcul, des grosses cartes graphiques qu'on peut s'acheter, disons, voilà. Mais bon, les équipementiers, là, l'hexaflop, bon, ça y est, maintenant c'est fait. Et si on commençait à penser aux zetaflops? C'est 1000 hexaflops, c'est ça, non? Exactement, c'est très logiquement 1000 fois mieux. 1000 hexaflops, c'est par pas de 1000, donc on a 1000 hexaflops. 1000 hexaflops, c'est donc 1 milliard de teraflops. Incroyable. Et ça fait pas peur à Intel. Voilà, Intel, parce que Pat Gelsinger, il est chaud comme la braise, il est chaud comme une baraque afrique, il pense qu'il va y arriver dès 2027. Perso, j'y crois absolument pas. Bon, parce que bon, on a déjà du mal. Intel, en l'occurrence, a déjà du mal à démarrer son Aurora qui fait 2 hexaflops. Alors bon, 1000 hexaflops en moins de 5 ans, moi je pense que ça va leur faire court. Alors, le PDG d'AMD, Lisa Su, elle est quand même beaucoup plus réservée sur cet objectif, et elle dit que c'est une possibilité d'ici 10 ans, ce qui est déjà un peu plus raisonnable. Mais c'est quand même ambitieux, parce qu'on en parle souvent ici, mais oui, la puissance continue d'augmenter, la puissance des ordinateurs continue d'augmenter, un peu plus lentement, on a un doublement tous les 1,2 ans dans le monde du calcul haute performance, parce que c'est vraiment, voilà, ils cherchent à tout prix la performance, évidemment c'est leur boulot. Pour les GPU, c'est plus long, on est à 2,2 ans. Par contre, il faut aussi souligner que l'efficacité énergétique des serveurs, quant à elle commence à plafonner. Donc on est plus rapide, mais on consomme plus. Et toujours de plus en plus. Et toujours plus, ça va finir par devenir trop. Si on part sur une efficacité énergétique qui double tous les 2,2 ans, on arrive au zetaflop, donc ce fameux zetaflop en 2035, en consommant 500 mégawatts. 500 mégawatts, c'est, 500 mégawatts, c'est ce que produit une centrale nucléaire. Donc il faudra une centrale nucléaire pour alimenter le superordinateur. C'est pas très raisonnable, on va dire. Et donc, à l'ISCC 2023, alors l'ISCC, c'est l'International Solid State Circuit Conference, donc Lisa Su, donc d'AMD, elle a donné quelques réflexions pour éviter d'en arriver à une centrale nucléaire pour un ordinateur. Et donc, si on résume, il y a 3 grands axes. Il y a la modularité, l'intégration mémoire et la spécialisation. Alors, la spécialisation, c'est assez clair, on crée des puces qui sont donc ultra optimisées, ultra très 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 fortes pour une tâche précise, quitte à être nulles à tout le reste. Donc on le fait déjà un petit peu, on ne demande pas à une puce graphique de gérer une base de données, et si on veut accélérer un modèle de deep learning, on va s'adresser à une puce NPU si on en a une, et puis on ne peut pas le demander au CPU, c'est pas très rentable. Donc on peut aller encore plus loin que ça, en utilisant des FPGA, en utilisant des ASIC, qu'on va interfacer de plus en plus proche, en fait, de plus en plus directement avec les processeurs, pour que les fonctions fixes soient accélérées et qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement. Donc voilà, c'est des puces qui seraient gravées pour un boulot particulier, donc ce serait des ASIC, qu'on pourrait interfacer très très proche du système lui-même. Après, il y a le deuxième truc, c'est l'intégration mémoire, parce qu'on se rend vite compte, en fait, que une bonne partie de l'énergie utilisée par les serveurs de calcul, elle sert à balader des données. Des données qui se baladent comme ça, peinard, elles promènent d'un bout à l'autre du système. Donc il y a des allers-retours RAM-CPU, il y a des allers-retours SSD, RAM, réseau, RAM, SSD, disque dur partout. Donc tout ça, c'est horrible, en fait, parce que voilà, il y a énormément d'allers-retours. Et si on réduit ces goulets d'étranglement, non seulement on accélère beaucoup les calculs, ce qui est tout bénef, mais en plus on économise beaucoup sur l'énergie de ces allers-retours. Donc rapprocher au maximum les données du lieu où elles sont traitées, ça nous amène à la modularité et aussi donc éventuellement à d'autres paradigmes à explorer. Donc la modularité c'est important d'une part parce que ça permet de faire des puces moins chères évidemment. Bon là si on fait des petits bouts de Lego qui sont en eux-mêmes pas extrêmement chers et qu'on en fait des très grosses puces, on peut avoir des très très gros systèmes mais qui sont faits avec des bouts qui sont un petit peu moins chers, donc ça augmente le rendement de production, donc le coût de production est un petit peu moins cher, et on peut le rendre hétérogène, donc on peut intégrer des blocs spécialisés à l'intérieur, qui viennent d'un petit peu n'importe où, et puis on peut foutre carrément de la RAM à l'intérieur, donc soit à côté très très proche du processeur, soit carrément sur la tête du processeur, avec un accès direct. Donc c'est des intégrations en 2D, en 2,5D ou en 3D carrément. Donc c'est des intégrations qui sont possibles, et qui seront d'ailleurs probablement nécessaires pour aller plus vite. Il y a des recherches, par exemple celle de la DARPA, entre autres, qui étudie des connexions photoniques entre les puces, c'est-à-dire entre les puces, mais entre les briques de puces, même pas entre les puces, entre les briques de puces. Donc il y a des connexions photoniques à l'intérieur du processeur. Si tu veux peut-être même un processeur RAM, etc. Et tout ça pour être encore plus efficace, pour limiter encore plus les déperditions thermiques. Et enfin, les changements de paradigme, il y en a plusieurs de possibles. Donc on peut soit intégrer complètement la mémoire à l'intérieur du processeur. Évidemment, ça va te faire une puce énorme, super chère, mais ultra puissante. Et ça, c'est la voie de Cerebras, dont on a déjà parlé plusieurs fois.
où on peut aussi faire exactement l'inverse et intégrer des composants de traitement dans les mémoires. Donc une partie du travail sur les données se ferait in situ. Ça devient un foutoir quand même. Putain, ben oui, mais du coup, si les données sont traitées in situ, ouais, bien sûr, le processeur n'a pas à le faire. Et donc tout le volume de données est traité simultanément par la mémoire, et le processeur, lui, il a juste à faire le truc final. Et il y a AMD et Samsung qui travaillent là-dessus, avec d'énormes gains potentiels en termes de consommation. Donc voilà, donc il y a beaucoup de recherches là-dessus. Bon, voilà, 1000 fois en 5 ans, je pense vraiment que Pat Gelsinger devrait arrêter la cocaïne. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de pistes qui sont explorées, et c'est vraiment très intéressant tout ça. Ne serait-ce que 100 fois, ça paraîtrait peut-être déjà énorme en fait. Donc bon, 1000, bon, j'en sais rien. Bon. Des gens ambitieux, ouais. Un papier intéressant que tu as identifié autour de l'avenir de l'informatique qui pourrait trouver ses racines. On va voir. Qui pourrait trouver ses racines dans la biologie, Guillaume. Mais oui, une autre voie qui est vraiment totalement différente et qui, je le sais, te plaît beaucoup, Guillaume, c'est celle des machines biologiques. C'est mon côté enfant qui regardait les monstroplantes, peut-être. Écoute, on n'est pas très loin. Non, mais c'est pas une blague. Hein. On avait déjà parlé de neurones bien vivants qu'on avait dressés pour jouer mal. C'était dégueulasse. Et c'était tout à fait dégueulasse. Et là, c'est pas moins dégueulasse. Le pas d'après, ça sera d'utiliser des organoïdes comme des processeurs de calcul pour l'IA, certainement pour l'IA. Donc il y a quand même une grosse équipe de 25 chercheurs qui a produit un papier sur la faisabilité d'avoir un mini-cerveau à la place d'un processeur pour exécuter des tâches d'intelligence artificielle. L'idée est logique. Je veux dire, si c'est pour avoir un réseau de neurones, alors, un réseau de neurones, pourquoi tu ne le fais pas en vrai, carrément, en viande ? Donc nous, on en a des neurones en plus, il n'y a qu'à demander, c'est facile, il n'y a pas besoin d'ouvrir le crâne de quiconque. Hein. Tu prends des cellules de peau, tu les remets en cellules souches, et après tu les reprogrammes pour qu'elles deviennent des cellules de cervelle, des neurones. Et puis après, tes neurones, tu leur donnes à manger une bonne petite soupe, une bonne petite bouillie de nutriments, et puis voilà, ça se développe en une sorte de blob tout rose, qui est tout petit pour l'instant, hein, c'est la taille d'une bille de stylo à peu près, c'est vraiment tout petit, mais ça a déjà plus de 50 000 neurones, des neurones tout frais et prêts à l'emploi. Et en théorie, en transformant les données et les erreurs donc en impulsions électriques, on pourrait dresser cet organoïde en le poussant à créer ou à virer des connexions nerveuses pour faire certaines tâches. Alors, le souci, c'est qu'en l'état, le truc a même pas il a même pas une mémoire de poisson rouge parce qu'apparemment, il lui manque une composante essentielle pour créer des souvenirs à long terme. Donc là, le machin oublie tout d'un jour sur l'autre. Mais c'est pas impossible de le rajouter dans le futur, tu vois, et donc de grandir le blob. Et bon, alors, faire grandir le blob en soi, c'est pas gagné non plus, parce que au-delà d'un demi-millimètre, les cellules du centre commencent à plus avoir à bouffer. Donc les auteurs imaginent alors une espèce de cervelle synthétique bardée de perfusion pour bien envoyer la pâtée à tout le monde, comme ça c'est bon. Mais bon, honnêtement, il y a encore un très très long chemin, vous n'en doutez bien, encore un très très long chemin avant d'avoir quoi que ce soit d'utile qui sort de ces recherches. Et puis alors, avant qu'il faille nourrir votre PC avec des flocons d'avoine, je pense que c'est vraiment le temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même frappant de voir qu'il y a des recherches sérieuses sur un truc aussi SF, aussi science-fiction que ça, quoi, c'est des organoïdes. Mais bon, c'est motivé par une série de comparaisons qui sont assez marrantes, qu'on trouve au début de l'article. C'est des comparaisons entre ordinateur et cerveau humain. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que la dernière ligne d'ailleurs est un peu foireuse dans la comparaison, même si je pense que je comprends ce qu'ils veulent dire, mais enfin c'est pas direct. Bon voilà, en tout cas, ils estiment que le cerveau a une puissance de calcul de 1 hexaflop. Ça tombe bien, on en parlait, c'est la même capacité de calcul que Frontier, qui est le plus puissant de tous les ordinateurs actuels au monde. Donc c'est voilà, le super ordinateur number one, il a la puissance d'un cerveau humain, d'après ce qu'ils disent. Alors attention, ça veut rien dire en vrai, parce que c'est en théorie. On a un ordinateur aussi puissant, mais attention, on sait absolument pas comment faire tourner un truc intelligent dessus, donc on n'aura pas le même résultat de toute façon, mais c'est amusant à noter. Et le cerveau humain, d'ailleurs, consomme entre 10 et 20 watts, ce qui est à mettre en regard des 21 mégawatts que consomme Frontier. Et 21 mégawatts, c'est incroyable. Ouais. Donc 1 million de fois... 1 million de fois moins pour le cerveau. Cerveau qui passe d'ailleurs 1,3 kg, alors que Frontier, c'est des centaines de tonnes. C'est vrai que c'est ouf quand tu y penses, hein. C'est dingue. Ouais. Et pour la mémoire, ils estiment à 2,5 pétaoctets la mémoire du cerveau. Bon, écoute, je suis pas cervologue, je vais pas contester ça. Je ne sais pas. Pas pour moi, en tout cas. Je pense que j'en ai moins. Je dois être une version défaillante. C'est ça, moi je sais pas, peut-être que j'ai pas Frontier, peut-être que j'ai un Z80, je sais pas. Après, je pense qu'ils veulent parler de l'architecture du truc, parce qu'ils font une comparaison très bizarre, mais ils estiment qu'il y a dans le cerveau 125 000 milliards de synapses, et que chaque synapse code pour 4,7 bits d'information. C'est rigolo parce que du coup,
tu te dis, les synapses, en fait, elles sont pas très précises. C'est-à-dire 4,7 bits, ça veut dire qu'en gros, il y a 30 niveaux, quoi, globalement, de précision dans le synapse. Apparemment, c'est pas super précis, c'est assez marrant. Et donc, ça, c'est en gros l'architecture du cerveau humain, le processeur du cerveau, c'est ça, quoi. C'est des neurones avec 125 000 milliards de synapses qui codent pour de l'information avec une petite précision. Et ils mettent ça en regard de 58 milliards de transistors qu'on trouve sur un gros GPU moderne, en gros, tu vois, c'est comme ça qu'on fait 58 milliards de transistors qui codent qui codent pour rien, en fait, puisqu'il n'y a pas de mémoire, donc la comparaison est vraiment foireuse, mais bon, le fait qu'on ait 125 000 milliards de synapses avec ces bits, c'est marrant à voir, donc à prendre avec des pincettes, en tous les cas, il y a une belle différence, effectivement, entre frontière et le cerveau, donc on a encore de la marge. Je serais curieux d'avoir un neurologue sous la main pour lui demander son avis sur tout ça, mais après tout, pourquoi pas. Je soupçonne quand même les chercheurs qui travaillent sur ce type d'initiative que tu nous relayais, sur ce type de recherche, de ne le faire que pour alimenter les épisodes suppléments de Tech Café, parce que vraiment, c'est tout à fait à propos. Eh bien, merci. Eh bien, merci. Si vous écoutez Tech Café, on vous salue. Et on a des infos, Guillaume, avec le Chips Act. Oui, on a les petites lignes en fait du contrat. C'est parce que voilà, vous vous souvenez sans doute de ce gros paquet de pognon lâché par le gouvernement américain pour booster la production des semi-conducteurs dans le pays. Et il y a des conditions, et c'est bien normal finalement, parce qu'on lâche pas 53 milliards sans aucune garantie. Donc premier truc, alors l'État va pas financer complètement les projets, c'est pas comme ça que ça marche. La contribution pourra varier de 5 à 15% de ce que la boîte dépense elle-même dans le chantier. Après, outre le financement direct, il y aura la possibilité en plus de demander des subventions, des prêts, ou d'autres trucs qui seront attribués au cas par cas. Mais dans tous les cas, ça ne pourra pas dépasser 35% du budget total. Alors ça fait quand même pas mal. Alors, si on prend l'exemple d'Intel, c'est quand même entre 2,5 et 7,5 milliards en direct pour son chantier dans l'Ohio. Et tu peux rajouter 17 milliards, même globalement, sur tous les projets qu'il a aux US, puisqu'il a investi 50 milliards quand même. Bon, autre petit point, l'État demande quand même un retour sur investissement. Or, c'est assez gentil quand même, parce que si une boîte dépasse ses objectifs d'un certain montant, le surplus va dans les caisses de l'État. C'est gentil parce que bon, il suffirait que les boîtes soient très très optimistes, et donc elles dépasseraient jamais leurs prévisions, et donc voilà, bon, c'est pas très contraignant. Donc il y a d'autres conditions, des conditions de travail correctes pour les employés, des assurances pas trop chères, voilà, l'emploi local, etc. Et pour finir, les boîtes n'auront pas le droit d'utiliser l'argent pour des rachats d'actions. C'est un peu le minimum. Je veux dire qu'elles ne rachètent pas leurs propres actions avec l'argent du contribuable. Oui, ça me paraît logique. Donc il y a des conditions, mais bon, c'est bien normal. Je trouve pas trop qu'elles soient excessives. Est-ce qu'il y aurait bientôt, Guillaume, un équivalent du Mac App Store ou du Windows App Store? Je suis pas sûr de savoir comment il s'appelle, mais pour Linux peut-être. Écoute, j'aimerais bien, Linux n'a jamais réussi à percer comme système d'exploitation de PC vraiment populaire, quoi. C'est un fait, même s'il y a une multitude de distributions qui sont Ubuntu super, qui sont plus conviviales. Non. Oh, non. Quand même. Non, mais je veux dire, elles sont super. Il y a plein de distributions qui sont super conviviales et esthétiquement léchées, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tu peux pas considérer que ce soit un système grand public. Comparé à macOS et à Windows, voilà. Non, mais il s'en rapproche dans sa philosophie, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, les seuls percées vraiment de Linux pour le très grand public, c'est Android et Chrome OS, dans une certaine mesure. Exact. Donc, parce qu'Android, c'est une distribution Linux, même si elle est lourdement modifiée, qu'elle fait plein de choses à sa façon. Chrome OS aussi, d'ailleurs. Mais voilà, Chrome OS, c'est peut-être plus proche d'une distribution Linux, d'ailleurs. Mais bon, peut-être que c'est justement parce qu'il y a une multitude de distributions que ça perce pas. Regarde Mastodon. T'as plusieurs serveurs au lieu d'un seul et c'est déjà la panique. Bon, je comprends, la diversité, c'est bien. Mais la simplicité, c'est pas mal non plus. Ouais. Et on dira ce qu'on voudra. 40 interfaces différentes, 40 moyens d'installer des logiciels différents, exact. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il faut voir qu'a priori, 2 distributions différentes vont avoir 2 gestionnaires de paquets différents. Alors, il y en a qui sont compatibles les unes avec les autres, bien sûr, mais bon, a priori, voilà, il n'y a pas de raison, c'est pas forcément compatible. Ça aide pas à distribuer tes applications, notamment. Voilà, c'est des dépôts d'applications différents, des dépôts de paquets différents, donc parfois il faudra aussi passer par la ligne de commande, parfois il y a des bibliothèques qui seront manquantes ou pas compatibles, ça arrive partout, mais au moins Windows c'est Windows et Mac c'est Mac, tu vois, il n'y a pas... il n'y a pas cette prolifération. Et si Android a du succès, je pense aussi parce que c'est Android. Voilà, c'est Android, point. Il y a un magasin d'applications unique. Enfin non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un magasin d'applications unique, mais enfin, il y a un gestionnaire de paquets unique et un magasin que concrètement tout le monde utilise, quoi. Donc on sait où aller chercher le logiciel et on sait qu'ils vont fonctionner et ça c'est quand même important. Et c'est pour ça que c'est avec une excitation non dissimulée que j'accueille un possible App Store unifié pour Linux. Alors, l'objectif en fait c'est d'abandonner le RPM ou le DEB et de passer à Flatpak avec potentiellement un magasin d'applications unique.
pourquoi c'est bien ? C'est parce que Flatpak, c'est disponible sur Linux, point. C'est pas lié à Debian ou Red Hat ou je ne sais quoi, c'est sur tous les Linux. Donc il appartient à personne, alors que Snap d'ailleurs, son concurrent direct, appartient à Canonical. Donc on les aime bien Canonical, mais bon, c'est un truc universel qu'on veut, donc c'est peut-être mieux de pas avoir une boîte spécifique derrière. Donc Flatpak, c'est un système de conteneurs en plus, donc les programmes viennent avec leur librairie, leurs composants favoris. Donc en gros, tu télécharges et ça marche, avec une expérience proche de ce qu'on a sur Android finalement. Donc créer un App Store là-dessus, neutre, ça conserverait la diversité des distributions tout en éliminant les mots de tête. Et ça, c'est bien, éliminer les mots de tête. On pourrait même avoir potentiellement des applications payantes, hein, pourquoi pas, le store pourrait même se financer par les frais et les commissions, ce serait une possibilité. En tout cas, voilà, en gros, un store universel d'applications, ce serait peut-être un pas vers un Linux potentiellement plus grand public, plus accessible, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, pour ça, il faut que tout le monde se mette d'accord, parce qu'évidemment, en face de Flatpak, il y a Snap, et puis bon, il y en a qui sont d'accord avec aucun de ces deux-là, bon, donc il faut que tout le monde se mette d'accord, mais bon, j'ai espoir que, effectivement, peut-être, on ait un Linux encore un peu plus accessible, quoi. Ça contribuerait, en tout cas, à un bon mouvement. Du nouveau aussi, avec une espèce de DLSS du navigateur, Guillaume, si j'ose dire. Oui, en fait, on parlait il y a pas très longtemps de Nvidia qui a lancé une technologie qui s'appelle RVSR, donc pour RTX Vidéo Super Résolution. Alors en fait, donc ça repose sur les cartes graphiques RTX pour améliorer et upscaler les vidéos que tu passes dans ton navigateur. Donc c'était une bonne idée en soi, hein. Et donc là, on voit que si ça a lancé carrément une mode, puisque Intel et Microsoft lancent leur propre VSR, c'est-à-dire vidéo super résolution, donc qui est destiné tout simplement à augmenter la taille des vidéos. Oui, à la manière du DLSS, tout à fait, mais pas sur un jeu, juste sur une vidéo YouTube, enfin donc sur une vidéo streamée, quoi. Donc Intel le fait, Intel propose sa solution. Alors sa solution, elle se base sur ses propres cartes graphiques, soit des cartes graphiques ARC, donc les cartes graphiques dédiées, soit les cartes graphiques qui sont intégrées dans les processeurs Intel à partir de la génération 10. Et bon, ça marche plus ou moins bien d'ailleurs, selon qu'on a plus ou moins de puissance graphique d'ailleurs. Mais c'est pareil pour Nvidia, il y a plusieurs niveaux. Donc dans le VSR, tu peux avoir du niveau 1 à 4, je crois. C'est un traitement qui est plus ou moins sophistiqué, qui donc coûte plus ou moins de puissance de calcul. Donc Intel propose sa solution, et ce qui est marrant, c'est que Microsoft propose aussi sa solution qui est basée sur Edge, qui est disponible uniquement sur Edge. Donc Edge, lui, ça donne une solution qui est utilisable à la fois sur Nvidia et sur AMD. Donc c'est marrant parce que donc Nvidia lance sa solution pour Nvidia, Intel lance sa solution pour Intel, et Microsoft lance sa solution pour AMD et Nvidia. Donc je ne sais pas pourquoi tu utiliserais ce truc-là si tu as déjà le RVSR. Toujours est-il que tout ça fonctionne pas trop mal. Enfin, moi j'ai vu des démos du RVSR, oui, ça améliore un petit peu. Alors c'est pas le jour et la nuit, puis ça dépend évidemment de la qualité de la source originale, tout ça. Il faut voir que ce sont pas des solutions universelles, parce que par exemple Microsoft dit bien que sa solution ne fonctionne pas sur du contenu protégé par des DRM, et que ça n'upscale pas des trucs qui sont déjà en bonne résolution. C'est-à-dire que si tu as des trucs qui sont en 1080p, ça va pas les upscaler, tu te démerdes avec. Il faut des trucs qui sont en moins de 720p, et qui soient à plus de 192 de taille, quoi. Donc bon, voilà, il y a un range de taille. Donc j'ai pas pu voir par contre des démos ni de la solution d'Intel, ni de la solution de Edge. Donc c'est à voir qui sera le meilleur dans quel cas. Bon, c'est un ajout qui change vraiment pas la vie, hein, des démos du RVSR qu'on a vu. Bon, c'est bien, ça change pas la vie non plus, c'est toujours sympa à voir. Si vous avez une vidéo en 360p, oui, ça peut quand même changer pas mal la donne. Après, bon, voilà. C'est un petit problème de réseau, peut-être, de bande passante. Éventuellement, voilà. Je me dis, ça peut aider. Voilà, ça change pas la vie, mais c'est sympa à voir, et en tous les cas, tout le monde propose des solutions, donc il faudra tester, voir laquelle est la meilleure, dans quel cas, ça va être formidable. Ça reste moins ça rend moins insupportable la consultation de vidéo avec des faibles connexions. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue hyper complète de l'actu tech. On en a eu pour tous les domaines, et c'est évidemment réjouissant de savoir que on a pu livrer un épisode qui couvrait autant de sujets. On l'espère, en tout cas, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'est toujours un plaisir d'enregistrer les épisodes ensemble. En attendant, on vous invite, si vous partagez ces sentiments à l'égard du podcast, à venir vous renseigner sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien financier, mais aussi à vous rendre sur techcafé.fr, sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis on attend bien entendu vos réactions et vos avis sur Apple Podcast et Podcast Addict. En attendant, on vous souhaite un excellent week-end, on vous souhaite de passer de très belles journées. En attendant, dans quelques jours, un retour avec un nouvel épisode de Tech
café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Et du coup, j'ai oublié, je t'ai même pas demandé où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur Internet. On peut te retrouver quelque part ou pas ? Ah mais on peut me retrouver évidemment. Et on va me retrouver en train de chercher quelqu'un qui a TikTok parce que j'ai bien envie de savoir quelle tronche j'ai en beau. Ah, écoute, on va s'envoyer des MP. On va se tenir au courant. Moi, vous me retrouvez aussi sur TikTok, tiens, mais pas trop en fait. Si ça se trouve, ça va rien changer du tout. Peut-être, on verra. Surprise. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.